Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de mes titres lus pendant le mois de juin. Un mois qui, en termes de quantité de lecture, n'a pas été incroyable puisque je n'ai lu que, je mets des guillemets à que, 5 romans. Parmi ces 5 romans, il y a notamment une énorme briquette qui m'a pris un peu de temps. Mois de juin un petit peu compliqué à titre perso. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps ni la tête à lire beaucoup, mais quand même 5 romans, je suis quand même très contente de ça. On démarre tout de suite par ma première lecture qui a été La Reine du Noir de Julia Barthes, publiée chez 10-18, un roman qui m'intriguait beaucoup depuis, notamment sa publication en grand format. Ici, on va être dans un roman à huis clos dans lequel on va faire la rencontre de Rosa Vallot. Rosa Vallot, c'est une romancière de génie, apparemment une romancière qui a écrit très peu de titres. Tous ses romans ont été des best-sellers sauf un, et ça fait plusieurs années qu'elle a complètement disparu des radars. Au début de l'histoire, on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle, j'ai oublié son nom, bref, qui est fan de Rosa Vallot et on va lui proposer d'intégrer, de faire partie, alors je sais plus, je crois que c'est un mois d'un atelier d'écriture en fait mené par Rosa Vallot. Cette jeune femme va y aller et elle va découvrir dans ce château dans lequel elle va habiter pendant un mois 4 autres jeunes femmes, donc je crois qu'au total elles sont donc 5. Elles vont devoir écrire un roman sous un certain nombre de conditions. Quand elle arrive sur place, cette jeune femme va découvrir une autre jeune femme avec qui elle est en bisbille depuis un petit moment. Donc beaucoup de suspense dans ce roman. J'ai trouvé que c'était un peu long à démarrer. Je trouve que la vraie histoire, finalement, elle arrive assez tard dans le roman, donc je vais pas trop vous en dire plus par rapport à ça. Sachez que c'est un huis clos avec des personnages que j'ai trouvé très intéressants. Vous savez que j'aime beaucoup les huis clos, donc là, on est sur un schéma assez classique. Finalement, c'est ces jeunes femmes qui vont se retrouver enfermées volontairement, hein, bien sûr, pour écrire un roman dirigé par une immense écrivaine très populaire et qui a énormément beaucoup de qualité. Les personnages sont tous hauts en couleur, plus ou moins attachants. Il y a certains personnages que j'ai beaucoup aimés, d'autres beaucoup moins. J'avoue que l'espèce d'animosité qu'il y a entre notre personnage principal et une autre jeune femme, j'ai pas trop vu l'intérêt de ça dans cette histoire. Je trouve que le reste, c'était largement suffisant. Le personnage de Rosa Vallot, il est fascinant, intriguant. On a envie de connaître tous ses secrets, de comprendre son histoire, et c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé super réussi. Il y a pas mal de représentations, il y a pas mal de sujets qui sont évoqués, le racisme, tout ce qui est lié à la communauté LGBTQIA+. Voilà, il y a des sujets quand même importants qui sont évoqués ici. Ceux qui cherchent de la crédibilité, moi je trouve que vous pouvez passer votre chemin parce que je trouve que, voilà, moi c'est pas quelque chose que vraiment, j'accorde pas force. Quand je lis un roman, je lis pas forcément pour que tout soit 100% crédible, 100% réaliste, un peu comme quand je regarde un film. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 fois où je me suis dit, bon, c'est un petit peu gros là quand même, mais bon voilà, ça a pas du tout gêné ma lecture, ça a pas entaché. Je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu grosses, je trouve notamment la seconde moitié du roman. Sur certains événements, c'est un peu excessif, mais bon, voilà, pourquoi pas. Globalement, ça a été plutôt une bonne lecture. Je ne pense pas le garder. Je pense que je vais le revendre parce que je ne le relirai pas. Mais franchement, c'était une bonne lecture et je serais curieuse de relire l'autrice dans d'autres écrits. Voilà, c'était plutôt sympathique. Et en tout cas, pour un Marceau féminin, l'année prochaine, je vous le recommande sans problème. Ensuite, j'ai lu, alors pas tout ça, j'ai lu uniquement le tome 1 de Steam Sailor de Ellie S. Green. Donc là, moi, j'ai la magnifique intégrale collector hardback, je sais pas quoi, publiée chez Gulfstream. Et j'ai lu uniquement le tome 1 qui s'intitule L'Héliotrope. Donc c'est une lecture commune qui a été organisée par Monsieur Cabric sur Instagram. On est moins de 10, je crois, entre 5 et 10, je sais plus. En tout cas, on est suffisamment pour échanger et pas trop pour être noyé. Donc voilà, on est un bon petit nombre de lectrices, parce que en dehors de Dorian, je crois qu'il n'y a que des femmes, il me semble. Bref, j'étais curieuse de découvrir ce roman que tout le monde a adoré, enfin ce roman, cette trilogie que tout le monde adore. J'ai vu que des coups de cœur ou que des très très bonnes lectures, donc j'étais vraiment curieuse de le découvrir. Alors, pour le résumé, on va suivre Prudence. Prudence, c'est une jeune fille, elle doit avoir une douzaine d'années, je crois, au début du roman. On est dans un univers dans lequel il y a eu une énorme fracture. Auparavant, il y avait des alchimistes qui existaient. Les alchimistes ont complètement disparu. On suppose qu'ils ont dû provoquer cette espèce d'immense fracture. Et vous avez des gens qui vivent un peu à la mode
les fiancés de l'hiver, hein, les gens qui vivent dans des îles qui volent dans le ciel, voilà, avec des bateaux. Et on a donc des gens qui essaient de retourner dans la partie alchimiste, mais qui n'y arrivent pas. Et puis on a la population qui essaie de survivre, un assez grand classique. Finalement, Prudence, elle vit sur une île qui est un petit peu appauvrie, on va dire, et elle va se retrouver embarquée par un concours de circonstances sur l'Héliotrope, qui est un vaisseau de pirates. C'est le vaisseau qu'on a ici en mode entre le Zeppelin et le bateau pirate, avec une équipe haute en couleur, un équipage haut en couleur, une très très belle fun family. Donc j'étais curieuse de découvrir ce titre. Ce qui m'a frappé à la lecture immédiate, c'est que c'est bien écrit. Franchement, je trouve que l'autrice, elle écrit vraiment très bien. Elle prend pas ses lecteurs et ses plus jeunes lecteurs, en tout cas pour des idiots. C'est bien écrit, il y a beaucoup de vocabulaire, notamment vocabulaire maritime, vocabulaire lié au bateau, mais pas que. Je trouve que c'est très bien écrit, je trouve que l'histoire, elle est bien menée. L'univers, on le sent riche, intéressant. L'équipage, il est pareil, haut en couleur, il est plutôt attachant, plutôt marrant. Il y a vraiment une ambiance de fun family qui va se créer autour de Prudence avec cet équipage de l'Héliotrope. Et c'est difficile finalement de ne pas les aimer, ces personnages. Dans ce premier tome, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de révélations. Mais vous le sentez venir, c'est aussi un peu ce qui a pêché à mon goût. Je trouve que dans ce premier tome qui fait à peine 300 pages, il se passe tellement de choses que finalement, là, au moment où il a fallu que je démarre le tome 2, puisque Dorian a prévu une lecture commune, donc le tome 1 en juin, le tome 2 en juillet et le tome 3 en août, ce qui est un rythme que je trouve absolument parfait pour moi, et ben, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je me rappelle pas de grand-chose en fait. Donc c'est un tome 1 dans lequel il se passe énormément de choses, mais qui finalement ne m'a pas vraiment marqué en fait. Là, je suis en train de lire le tome 2 au moment où je tourne la vidéo et j'avoue qu'il y avait plein de choses, alors pas que j'avais oublié puisque comme je l'ai lu il y a peu de temps, les choses sont revenues très très vite, mais notamment sur les personnages, sur le qui est qui et sur les événements vraiment précis qui se passent dans le tome 1. Donc c'est globalement une lecture que j'ai trouvée trop jeunesse, en tout cas à mon goût. Je trouve qu'il y a beaucoup de facilité, que tout va beaucoup trop vite et que finalement ce manque d'approfondissement fait, en tout cas pour moi, que c'est pas une lecture qui m'a impactée en fait. Ce tome 1 ne m'a pas marqué, ce tome 1 ne m'a pas... Alors c'était une lecture vraiment super sympa, très agréable à lire, c'est de l'aventure, comme je dis, les personnages sont fun, l'univers est cool, mais c'est pas une lecture qui m'a impactée, ça allait trop vite, beaucoup trop vite, tellement vite que au début du tome 2, alors heureusement il y a un récapitulatif des personnages, mais je me rappelais plus vraiment qui était qui avait fait quoi finalement, quel était le rôle de chacun. Et ouais, c'est une lecture qui ne m'a pas impactée du tout. Et honnêtement, si je n'avais pas lu le tome 2 dans un délai aussi rapproché, je pense que j'aurais tout oublié. C'est vraiment une lecture que j'ai lue et que j'ai oubliée tout aussi vite en fait. Et c'est un peu triste parce que franchement, je suis pas du tout dans la hype, mais c'est simplement une lecture trop jeunesse pour moi. Vraiment, tout simplement, je vois ses qualités, mais ça ne m'impacte pas, ça ne m'a pas touchée. Et même si la lecture a été sympa, voilà, moi je trouve que, on va dire que je le recommande entre 10 et 15 ans, quoi. Je trouve qu'au-delà, alors sauf si on aime lire de la jeunesse, bien évidemment, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Pour un titre jeunesse, je pense que c'est qualitatif. Pour moi, en tant qu'adulte, c'est pas ce que je recherche. Et si j'avais su que c'était si jeunesse, je ne l'aurais pas lu, voilà, parce que simplement, voilà, vous savez que moi, malheureusement, les titres jeunesse, avec moi, ça ne marche plus depuis bien longtemps, et j'en suis la première attristée, mais franchement, c'est un titre qui a des qualités, et si vous avez des jeunes lecteurs autour de vous, moi, je ne peux que vous recommander de leur faire lire ça, s'ils aiment les histoires d'aventure, c'est vraiment très, très sympa à lire, très agréable, mais juste, bah voilà, moi, je ne suis pas la cible, et je suis un petit peu passée à côté de ce tome 1, mais je suis en train de lire le tome 2, et vous verrez le mois prochain si mon avis est resté le même sur la suite ou pas. Ensuite, j'ai lu un service presse que m'ont envoyé les éditions ActuSF et j'ai lu un essai sur Hayao Miyazaki, sur les ailes du vent de Yannick Chazarang, donc c'est publié chez ActuSF. De cet auteur, j'avais déjà lu son essai sur Stephen King et il en a publié un sur Tolkien que je n'ai pas lu, mais forcément, j'allais dire avec mon amour de l'animation japonaise, mon attrait pour la culture japonaise au sens large, je ne pouvais que demander ce titre quand j'ai vu qu'il était dans la liste des titres proposés. Ici, c'est tout simplement un essai sur Hayao Miyazaki. Alors, non seulement un essai, mais également un récapitulatif de toute sa vie, en fait, en tant que réalisateur, que mangaka, etc. Ça a été franchement une très bonne lecture. Alors,
Moi, j'aime beaucoup déjà l'auteur. Il y a pas mal de ses films que j'ai vus. Nausicaa, j'ai lu... Alors, j'ai pas lu le manga en entier, j'en ai lu une partie. J'ai déjà lu d'autres... alors, pas des essais aussi étoffés, on va dire, mais des articles, en tout cas, où j'ai vu des vidéos sur l'auteur. Donc, c'est vrai que j'avais déjà pas mal de connaissances par rapport à l'histoire de Hayao Miyazaki, comment il en est arrivé à créer le studio Ghibli, comment... il en est arrivé à créer les films. Et puis l'auteur, ce qui était bien ici, j'ai trouvé aussi, c'est que l'auteur, il parle quand même aussi du côté un peu dictatorial de l'auteur et du fait que c'est pas forcément, en tout cas ça n'a pas été quelqu'un forcément de facile à vivre au quotidien. Pour tous les gens qui ont travaillé avec lui, c'est vraiment pas quelqu'un de facile. Notamment, il aborde assez rapidement les relations conflictuelles qu'il a eues avec son fils. Je trouve que c'est un titre qui est parfait pour les néophytes, les gens qui ne connaissent pas du tout l'histoire de l'auteur. C'est ultra accessible. C'est écrit assez gros. On revient vraiment surtout depuis le début. Il y a pas mal de choses qui sont expliquées. En termes d'iconographie, c'est peut-être un peu léger, mais bon, je comprends. Voilà, on a quelques planches comme ça, je comprends hein, qu'en termes d'iconographie, voilà, c'est parfois un peu difficile d'obtenir les droits et puis ben, c'est un certain coût, vraiment. Ça, c'est pas un titre de Miyazaki, mais c'est Pompoko, si, c'est Pompoko que j'aime personnellement beaucoup. Donc, par contre, pour les connaisseurs, les gens comme moi, je pense que vous n'apprendrez pas forcément grand-chose, mais c'est toujours tellement agréable de se replonger dans les univers créés par l'auteur. C'est également... je trouve parfait à avoir dans une mangatech comme base. Voilà, j'allais dire, c'est le maître, un des maîtres en tout cas actuels et depuis très longtemps de l'animation japonaise. En tout cas, c'est l'homme qui a fait connaître l'animation japonaise dans son sens le plus noble dans les années 90-2000 par là. Je ne sais plus de quand est arrivé pour la première fois Princesse Mononoke en France. Moi, j'ai beaucoup aimé me replonger dans son histoire, dans ses films. Ça m'a donné envie d'en revoir certains et d'en découvrir d'autres puisque je n'ai pas vu ses plus récents. Je ne vais pas vous mentir, j'ai vu quasiment tous ceux qui un peu plus anciens, mais les plus récents, je ne les ai pas forcément vus. Je trouve que c'est parfait, comme je disais, à avoir dans une mangatech pour, voilà, pour aller se replonger ponctuellement une fois qu'on a vu un film, regarder une analyse assez rapide parce qu'on a les idées fraîches en tête et c'est quand même, je trouve, assez agréable. Voilà, moi je vous le recommande, je peux vous le recommander. Seul petit bémol, je trouve que 20,90 € c'est peut-être un petit peu cher parce que bah voilà, c'est quand même écrit. Voilà, vous allez le voir, il y a quand même des grosses marges. Bon, voilà, c'est mon seul petit bémol. Je crains que le prix freine peut-être l'achat sur ce type d'ouvrage. Mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime bien la manière dont Yannick Chazaran, c'était le cas aussi dans le King, aborde comme ça ses essais biographique, on va dire. Je trouve qu'il fait ça très bien. Bref, c'était très très bien. Je vous le recommande. Alors, bien évidemment, si le réalisateur vous intéresse et si vous êtes intéressé par l'animation japonaise, si c'est quelque chose qui vous intéresse pas, on va pas se mentir, c'est pas du tout un titre pour vous. Peut-être vous le procurer en médiathèque aussi. Je sais pas si ça c'est le genre de titre qu'on peut y trouver. Je sais pas trop. Mais franchement, c'est très très bien et voilà, je vous le recommande. Voilà, clairement, je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu, ah bah oui, j'ai lu le titre qui m'a pris. J'ai lu The Pavé. Voilà, c'est aussi à cause de lui que j'ai lu si peu de romans, mais je ne le regrette pas, puisqu'avec Dorian, nous avons lu et terminé la saga La Guilde des Ombres avec son tome 6, la 10e prophétie de Anatrice. Alors, c'est le 6e et dernier tome, poche, puisque c'est la deuxième partie du tome 3. Clairement, ça va être compliqué de vous parler vraiment à fond de ce titre. Si jamais vous ne connaissez pas la guilde, si jamais vous ne savez pas que ça fait 6 mois que je lis la Guilde des Ombres à raison de quasiment un tome par mois, ici, dans le tome 1, on fait la rencontre de Panama. Panama, c'est une petite fille qui a un don très particulier, le don de mort. Et elle va être recrutée par la Guilde des Ombres, qui est une guilde d'assassins, très très intéressée par son don. Cette guilde... elle est embauchée par les nobles, les riches de l'univers dans lequel on est pour réaliser des assassinats, majoritairement, contre rétribution financière, bien évidemment. Vous vous doutez que ça, c'est vraiment le tout point de départ de l'histoire. On va partir sur des choses beaucoup plus profondes. C'est de la dark fantasy. Donc, il y a beaucoup de scènes compliquées. Il y a des morts, il y a du sang, il y a des scènes difficiles, il y a... des agressions sexuelles, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très gênantes dans cette histoire, c'est de la dark fantasy, il faut le savoir, et il y a aussi
beaucoup, enfin beaucoup. Beaucoup, c'est un peu fort. De nombreuses scènes de smut, notamment dans le tome 2, qui pour moi est le pire du pire. Si vous survivez au tome 2, vous irez jusqu'au bout. J'ai pas de doute avec ça. Moi, les scènes de smut, ça ne m'intéresse pas, donc généralement, je les passe, mais il y en a quand même quelques-unes, même dans ce tome-ci. Ici, c'est donc le dernier tome, donc forcément, on va tout clôturer et on est surtout sur beaucoup d'action, beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements. C'est là où l'autrice, elle nous finalise tout. On a toutes les réponses à toutes les questions qu'on a pu se poser. Elle ne laisse rien en suspens, ça c'est plutôt agréable. C'était une très bonne lecture. C'est une série que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas aimé la fin. Voilà, je n'ai pas aimé la fin, je n'ai pas aimé le choix de l'autrice sur la fin. Je trouve que sur la fin, c'est mon point de vue, je trouve que elle est allée à la facilité. Et finalement, j'aurais aimé qu'elle reste dans cet univers noir, sombre, difficile. Et voilà, on nous propose une fin qui n'est pas forcément la fin que j'aurais voulu. C'est la fin que l'autrice nous propose et voilà, elle a tous les droits, hein, c'est elle l'autrice, donc bien évidemment. Mais moi, j'aurais aimé une autre fin. Voilà, j'aurais aimé une autre fin. Par contre, si vous avez lu ce tome 6, vous allez comprendre ce que je vais dire. Je n'ai pas aimé la fin proposée par l'autrice, mais j'ai aimé la toute fin, le tout dernier. Alors, je ne sais plus si c'est le dernier chapitre ou l'épilogue. Il y a un épilogue avec un personnage qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et qu'on va retrouver donc dans cet épilogue. Ça, par contre, j'ai adoré. Là, par contre, cette ultra fin où l'autrice... se laisse une porte éventuellement, donc c'est un épilogue. C'est un épilogue. C'est la toute fin de l'épilogue. Ça, pour le coup, je l'ai adoré. Donc, je pense que l'autrice, comme elle le dit, hein, elle va pas retourner dans la guilde demain. C'est une série qui lui a demandé beaucoup d'années de travail et de préparation, ce qui se comprend tout à fait et ce qui se sent quand nous, on lit l'histoire, c'est riche. Elle se laisse, je pense, la possibilité un jour, pourquoi pas, de revenir dans l'univers de la guilde. Et voilà, bref, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. C'est une très bonne série de dark fantasy. Si on retire, si on met de côté un petit peu les scènes olé olé qui sont, moi je trouve, dans la majorité des cas, sans aucun intérêt. C'était une énorme briquette, donc ça m'a pris longtemps pour le lire, même si j'ai aimé être dans cet univers. C'est une série que probablement je relirai un jour. Pas demain, hein, parce que là, franchement, 6 tomes en 6 mois presque, on était bien. Même si la fin ne m'a pas convaincue, je reste très satisfaite de cette lecture et je rejoins peut-être pas tout à fait la hype générale, mais je ne peux que vous recommander de découvrir la guilde, bien évidemment, si vous n'êtes pas trop sensible, et tout en sachant que c'est de la dark fantasy, donc voilà, il y a quand même pas mal de sujets un peu compliqués. Et en plus, c'est une saga terminée, ça aussi c'est plutôt cool et dans un délai ultra raisonnable, et je suis très contente de l'avoir lu et de l'avoir lu avec Dorian, c'était très cool. Et on va terminer par une autre fin de saga. Ah oui. Une autre fin de saga, ça a été ma dernière lecture du mois, puisque j'ai terminé le mois de juin avec le tome 2 de L'Engrange Temps de Neil Pfeiffer, publié chez Hachette. J'ai lu le tome 1 il y a peu et je ne voulais pas attendre trop longtemps pour lire le tome 2. Donc, alors, pareil, je vais essayer de pas trop vous en dire parce que je voudrais pas vous spoiler. Donc, dans le tome 1, on va faire la rencontre d'une demoiselle qui s'appelle Sophie. C'est la demoiselle qui est là. Sophie, elle est dans un univers dans lequel il existe des engrange-temps et dans lequel les horloges, les montres parlent et dans lequel on peut avoir des interactions avec eux. Dans le tome 1, il va se passer un événement particulier et elle va voyager dans le temps. Voilà, je dirais rien de plus que ça parce que typiquement, c'est le genre d'histoire, il ne faut pas trop en savoir. Donc ici, on est... quelques temps après la fin des événements du tome 1. Alors si j'avais pas trop aimé la fin de la Guilde des Ombres, j'avais bien aimé quand même le choix qu'avait fait l'autrice à la fin du tome 1, que j'avais trouvé intéressant et courageux. Donc là, on va reprendre les événements et on va retrouver Sophie, ici, voilà, dans un contexte un petit peu différent. Alors, je dois bien avouer que c'est également une lecture sympa, ça se lit bien, il y a de l'aventure, c'est sympathique. Il y a des événements, il y a quelques retournements, il y a un ou deux trucs dont je me suis doutée. Mais malheureusement, ça n'a pas du tout relancé mon intérêt après la lecture du tome 1. Je l'ai lu malgré tout d'une manière distante. Je n'ai pas d'attachement particulier au personnage, voire aucun intérêt. Ça va assez loin quand même et c'est assez dommage. Il va se passer quand même des choses assez dures pour certains des personnages, mais moi...
j'ai pas été touchée, j'ai pas été émue, je trouve que ça manque de profondeur, je trouve que la romance qui prend place ici ne m'a pas plu non plus, je l'ai trouvée un peu nunuche, un peu cucu cette romance. Je trouve qu'elle prend trop de place dans l'histoire, c'est pas forcément ce que j'avais envie de lire, et si il se passe des choses qu'on peut trouver mignonnes et sympathiques quand on lit et qu'on a 12 ans, bon voilà, quand on en a 47, bon, c'est moins, on est moins ému par certaines choses qui se passent. Donc à nouveau, je pense que c'est un titre qui est jeunesse. Voilà, j'avais cédé à la hype pour l'acheter et les lire. Je ne regrette pas de les avoir lus, hein, le tome 1 et le tome 2, mais clairement je ne les garderai pas. C'est beaucoup trop jeunesse pour moi à nouveau, que ça soit dans la structure de l'histoire, principalement dans la profondeur. Je trouve qu'au niveau de la profondeur, on n'y est pas. Mais voilà, c'est bien écrit, c'est sympa. Et à nouveau, vous pouvez le recommander tout à fait pour des lecteurs voilà, qui ont maximum, à mon avis, 14-15 ans. Ça pourra tout à fait leur plaire. Mais moi, vraiment, j'ai pas été touchée, émue, lecture distante. Mais voilà, lecture sympa. Mais clairement, je ne vais pas garder cette série puisque, voilà, clairement, je ne la relirai jamais. C'est absolument certain. Voilà, ce point lecture est déjà terminé. Voilà, je n'ai lu que 3, 4, 5 romans ce mois-ci, mais bon, il y a quand même la guilde qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà, écoutez, 5 lectures sont des choses qui arrivent, ça reste quand même un bon mois de lecture. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je vous ai parlé aujourd'hui, si vous avez du même avis que moi ou pas du tout. Et ben écoutez, ce mois-ci, si vous voulez simplement indiquer que vous êtes passé par là, mais que vous n'avez pas envie de laisser de longs commentaires ou un commentaire où vous n'êtes pas inspiré, mettez des horloges. Voilà, pour rappeler l'engrange-temps. Voilà, pourquoi pas des horloges. Merci à vous, en tout cas, merci à tous ceux qui pensent à mettre des commentaires ou à mettre des petits smileys. Je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!